Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 30 juin et le no-buy a commencé. Heureusement, là j'ai devant moi tous les livres de Créteil en poche. C'est le bordel sur le bureau, mais c'est pas grave, je vais ranger tout ça. J'ai donc plus 6 dans la palle grâce à Créteil en poche. J'ai eu des livres de la rentrée littéraire Métayer, Alma, Nouvelle Attila et Forge de Vulcain. Et ce soir, je vais à la rentrée littéraire de l'Iconoclaste, donc plus 3. Voilà, ma palle pleure, elle pleure tout ce qu'elle peut, mais ça va aller. J'ai pas compté là combien j'en ai, parce que le no-buy commence aujourd'hui et je voulais faire un calcul. Je crois que j'en ai 34 en tout, toutes pales mélangées, toutes pales confondues. J'avais déjà fait un tri, donc là on est sur la vraie palle. Hein. Tout est gardé en fait, concrètement. Mais ça va, j'aurai le temps de lire cet été, donc tout va bien. En sachant que là, je finis un livre et que j'en commence un autre assez gros qui fait 400 pages, donc ça va pas être un livre par jour. Ça sera plutôt fin juillet, début août. Mais voilà, je vais essayer de m'organiser pour quand même essayer d'en dégommer au moins 20 cet été, là, en juillet-août. Histoire d'être tranquille. Et puis en sachant qu'on reçoit aussi des services presse, on reçoit des livres qui n'étaient pas prévus, voilà. Donc ça va aller, ça va le faire. Niveau lecture, je suis à la fin des Incommensurables de Raphaël Edel Bauer. Comme c'est la rentrée littéraire, je ne vous en parle pas. Je ne vous dirai, je vous donnerai un avis qu'au moment de sa sortie. Voilà, il me reste 70 pages à peu près, je le finis aujourd'hui. Ensuite, je vais lire une épreuve de corrigé Nami qui est assez courte, ça fait 200 pages je pense. J'espère le lire dans la journée, j'aimerais bien. Et à partir de demain, je commence Le baiser de la demoiselle de Kate Foster, histoire d'une femme décapitée qu'on avait acheté avec Estelle à Lyon. Et on l'avait aussi acheté avec Morgane, donc on le lit en lecture commune, et avec une autre, Alizée je crois qu'elle s'appelle. On le lit ensemble, et c'est donc chez Phébus, voilà, je redécouvre ça. Il est dédicacé du coup, et j'avais mis un petit... Oui. Et donc on le lit à partir de demain, jusqu'à... Je crois que je l'ai mis sur 3 jours, hein. Je suis ambitieuse parce qu'il fait quand même 400 pages, même si les chapitres ont l'air assez courts. C'est ce qu'Estelle m'a dit, elle a commencé hier. Elle a déjà lu 50 pages et apparemment ça se lit bien. Je le commence demain, mais en vrai, si je peux le commencer ce soir, non, ce soir je vais lire Nabi pour aller à l'Iconoclaste. Et demain, je commence celui-là. Oh, si je pouvais lire en 3 jours, ça serait trop bien. Et après, j'ai mis quoi après ? Je sais plus, mais j'en ai mis un paquet. Donc ça sera pour le début de semaine. Sinon, dans la boîte, rien, parce que rien. Et tant mieux, hein, voilà, on va limiter les dégâts. Ah oui, j'aimerais bien aussi lire La Cour en juillet, celui-ci, de Fabien Olicard, qui m'a été gentiment envoyé par First. Que j'avais demandé, hein, je suis très, très honnête, je l'avais demandé, et il me l'a envoyé. Et je pense qu'il y a plein de... Il a l'air très ludique, quoi, en fait. Même dans la mise en page, il y a plein d'espace, plein de tableaux, d'idées, de petites cases, de petits trucs. Voilà. Donc, il a l'air très très bien. Et puis j'entends Fabien Olicard en interview, dans ses petites vidéos, et je sais qu'il fait référence à ce bouquin. Donc je sais que ce bouquin-là, tout est là-dedans. Donc il faudrait déjà que je commence par lire ce bouquin, et que je trie les choses, et que je mette tout à plat, tout ce que je dois faire, toute mon organisation, tout ça pour mettre bien à profit ce livre-là. Donc ça, j'aimerais le lire quand même efficacement. Et j'aimerais bien aussi lire son précédent, Votre attention et votre super pouvoir. J'attends qu'il sorte en poche, j'avoue. Si sort en poche, je craque, je le prends. Et puis après on verra, mais il faut quand même du temps pour lire des livres qui vous font gagner du temps, finalement. Il faut trouver ce temps-là. Donc voilà le programme. Je vous emmène ce soir à la rentrée littéraire de l'Iconoclaste, ça va être beaucoup trop bien. Il y en a déjà 2 sur 3 qui sont programmés en juillet, donc ça va le faire. Il faut juste que je trouve du temps dans mon planning pour la lecture, en sachant que là, à partir de la fin de la semaine, mon fils ne va plus à l'école puisque ce sont les grandes vacances, et que du coup, bah voilà, j'aurai plus de temps avec lui, et c'est cool, et c'est normal, et avec mon mari aussi, puisqu'on est en congé. Donc voilà, je mettrai à profit ce temps de lecture, je sais pas. Je mettrai mon réveil à 2h du mat, entre 2 et 4, histoire de lire un peu 2 heures par nuit. et voilà, non, ça va le faire, ça va le faire. Je me justifie à chaque fois, je cherche des excuses à chaque fois, mais c'est vrai que je me vois pas dire bon bah voilà, en plus on fait des travaux dans la maison, donc faut aussi que je sois efficace. Donc je me vois pas dire ok bah tu fais les travaux puis moi je vais lire, en fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc le soir je lis pas trop, et voilà, il faudrait que ce soit le matin au réveil, voilà. Mais le matin au réveil je m'occupe de mon fils, donc il faut que je sois aussi avec lui.
Et voilà, donc écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vous prends un peu à n'importe quel moment de la semaine parce que là, moi, je suis presque en vacances. Donc, je vais avoir un peu plus de temps. Et c'est surtout que je pourrais pas vous débriefer celui-là, finalement. Donc, non plus l'épreuve d'en corriger une amie. Donc, ça va être directement sur celui-ci que je vous débrieferai. Donc, peut-être un peu plus tard dans la semaine. Mais en tout cas, vous aurez les images de l'iconoclaste. Ça démarre le 18 août 1936 quand ma grand-mère et ses enfants, dont mon père, vont traverser un pont au Pays Basque, espagnol. Ils partent d'Irún et ils vont en face à Hendaye parce que donc les franquistes sont là. Le général Franco a fait quelques semaines avant un coup d'État et finalement, petit à petit, l'Espagne va tomber aux mains du fascisme et rester 40 ans jusque dans la moitié des années 70 sous le régime franquiste, donc une dictature. Ma famille part à ce moment-là. Et ça, c'est une histoire qu'on m'a toujours racontée, l'exil, tout ce qui a été perdu, le déclassement, tout ce qu'on sait que peut comporter un exil. Malheureusement, rien de très original dans cet exil. En 2022, au gré de recherches que je fais, en 2022 est promulguée une loi en Espagne, donc on est presque un siècle après, qui s'appelle la loi de la mémoire démocratique, et qui permet aux enfants et aux petits-enfants d'exilés politiques espagnols de récupérer la nationalité dont leurs parents ou grands-parents ont été déchus. Ça veut dire que quand ma grand-mère et ses enfants espagnols traversent ce pont d'Irún à Hendaye, ils vont être déchus de leur nationalité. Mon père va rester apatride jusqu'à plus de 40 ans. Et donc dans ce geste, dans cette loi, je vois une forme de réconciliation, de quelque chose qui viendrait réunir ce pays. La guerre civile, c'est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un pays contre un autre. C'est vraiment une guerre fratricide. Et pendant 40 ans, l'Espagne a quand même été scindée en deux, sous une chape de plomb de silence. Et aujourd'hui encore, la mémoire revient lentement en Espagne. Je démarre les démarches. Et donc auprès du consulat espagnol, on me demande tout un tas de papiers. Et assez rapidement, on me demande un justificatif de l'exil. Voilà. Et alors là, je suis sidérée. Je suis sidérée parce que, évidemment, je n'ai rien, sauf une histoire qu'on m'a racontée, qui m'a toujours semblé évidemment vraie, et quelques photos, un récit familial. La maison a été bombardée, je ne suis jamais allée sur les lieux, j'ai rencontré un peu ma grand-mère espagnole, mon grand-père est mort en 1949, enfin bon, bref, je n'ai qu'une histoire à raconter. Et c'est pour ça que cette phrase a été choisie, l'écriture est ma seule arme. Quand le consulat espagnol, quand l'administration espagnole me demande ce justificatif, c'est une sorte d'effraction dans ma vie. Et je me dis, je vais écrire en fait l'histoire, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. On a tous une vérité d'une mythologie familiale qu'on s'est créée, qu'on nous a racontée, etc. Je vais écrire la mienne. Donc le livre démarre par cette journée fondatrice, qui est le geste de ma grand-mère, obligée de partir, parce que sinon ils vont être fusillés. Donc c'est très simple, ils sont 10 à partir, et quand ils partent, et ça on me l'a toujours raconté, c'était l'anniversaire d'un des frères de mon père, qui avait 7 ans ce jour-là. Ma grand-mère fait un gâteau, laisse le gâteau dans la cuisine, et s'en va. Et moi, quand mon père me raconte cette histoire, je me dis, mais qui a mangé le gâteau? Je pense que bon, la maison a été bombardée, donc elle est... Bon. Mais longtemps, j'ai pensé que le gâteau était encore là. Donc c'est peut-être une manière de manger ce gâteau que d'écrire ce livre. Lieu et d'un tableau. Ce lieu, donc, c'est un domaine viticole dans les Pyrénées-Orientales qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Et dans ce domaine, il y avait un petit château où j'ai passé mes vacances jusqu'à l'adolescence, un endroit que j'adorais et qui m'effrayait un peu. Les deux vraiment abriqués. Et en fait, il a fallu à un de mes ancêtres une génération pour bâtir ce domaine, et il a fallu à un de mes grands-oncles une génération pour le ruiner. Donc aujourd'hui, ce domaine est vendu, le château est à l'abandon, et dans ce château fantomatique, vide, abîmé, il y a encore dans le vestibule un grand tableau qui occupe un mur entier,
où on voit des gens de ma famille, et notamment mon arrière-grand-mère, jeune fille. Et quand j'étais enfant, j'étais absolument fascinée parce que sur le tableau, cette jeune femme, qui était mon arrière-grand-mère, ressemblait pas du tout à la vieille dame très sage, très digne que je connaissais, comme si le peintre avait eu accès à une autre personne dont j'ignorais tout. Et à l'époque, on m'a expliqué que c'était un peintre roumain qui avait peint ce tableau, qu'on avait hébergé ici pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Il y a 1 an et demi, j'ai repensé à cette histoire et je me suis rendu compte que petite fille, je l'avais déformée et que dans ma mémoire, c'était mon arrière-grand-mère jeune fille qui avait caché un peintre déserteur dans ce château. Et j'ai trouvé que cette histoire, elle était beaucoup mieux que la vraie. Et je me suis dit, je vais la raconter parce que c'est mon métier, je suis romancière et voilà, tout à coup, ça m'a beaucoup plu finalement d'avoir dans cette histoire des personnages qui seraient inspirés par des gens de ma famille, ce que je savais d'eux, d'utiliser ce que je savais d'eux, mais en faisant vraiment des vrais personnages et en m'accordant toutes les libertés d'une romancière. Avant elle, découvre Paris, peine à trouver sa place, croit avoir réussi à fuir, pour finalement réaliser qu'elle est en train de reproduire un schéma familial. Je pataugeais complètement. Et puis un jour, j'étais à Marseille et j'ai entendu Véro. C'était la voix d'une cagole géniale que j'avais commencé à esquisser dans une nouvelle sans jamais aboutir. Et là, elle se présentait à moi comme pour combler les manques de mon texte et aussi me secouer de temps en temps. C'est comme ça que j'ai fini par écrire ce roman bavard qui mêle le babou d'une mère flamboyante au monologue intérieur angoissé de sa fille. On a 2 femmes qui n'ont vraiment rien à voir. Et leurs voix imbriquées m'ont permis, je crois, de trouver une sorte d'équilibre pour explorer les thématiques qui me tenaient à cœur. D'abord avec la mère, la figure de la cagole. Vous voyez la cagole, c'est la féminité exacerbée, motif léopard et talons aiguilles, une sorte de mascotte marseillaise qui se fond dans le paysage. Et dans mon enfance, c'était une insulte. Je me souviens très bien d'être assise comme ça dans le salon de ma grand-mère, avec au milieu de ma mère et de ma tante, qui faisaient des messes basses en se moquant de leur belle-sœur, qui pour elle était vraiment l'exemple ultime de la cagole. Et moi, j'étais au milieu, comme Gaëlle, et j'ai jugé. J'ai mis mon pitron exprès. Donc j'ai jugé. Et puis un jour, c'est moi qui suis allée à Paris et on m'appelait la cagole. Après tout, j'étais une femme, j'étais de Marseille, pourquoi pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on est toute la cagole de quelqu'un. Et c'est vraiment plus tard, une fois que je m'étais bien camouflée, que j'avais gommé mon accent, que plus personne n'osait me traiter de cagole, que j'ai redécouvert la cagole d'un point de vue féministe. Et en fait, cagole, c'est une insulte parce que c'est une transgression. À la fois, c'est la féminité exubérante, assumée, mais c'est aussi emprunté au code de la masculinité en étant 100% à l'aise dans l'espace public et puis en ayant une communication qui est brutale, voire violente. On n'est pas censé faire les deux. Et puis en plus, c'est une féminité populaire, donc elle dérange. Et donc moi, j'étais à Paris depuis une dizaine d'années. Marseille me manquait et donc je lisais de plus en plus sur ces héroïnes que j'ai pu juger dans mon enfance et qui commençaient à me fasciner. Et puis dans tous les textes que je lisais, même les plus élogieux, il m'apparaissait que la cagole n'existait jamais vraiment pour elle-même. En fait, c'est une icône pour son corps, pour son apparence, mais une icône sans intériorité. Alors, assez humblement, j'ai essayé de donner la parole aux cagoles et plus précisément les traits d'une femme ayant enfanté dans les années 90, parce que j'en connaissais une, c'est pas trop loin, et leur montrer ainsi par la voix de Véro toute la complexité mais aussi la force de ces femmes et puis leur faire une petite place en littérature. Et nous sommes mardi matin, j'espère que vous allez bien, cette canicule parisienne. Ici ça va, il fait 29 dans la maison, tout va bien, tout est normal. Je suis allée hier à la soirée de l'Iconoclaste, la soirée de présentation de rentrée littéraire. Nous avons eu des très beaux tote bags avec 10 raisons d'ouvrir un livre. Et c'est trop bien, en fait. Voilà. Pour être toujours bien accompagné, parce que la littérature féministe est une arme de construction massive, parce qu'on n'a pas besoin d'accepter les cookies avant de lire un roman, pour lire ce qu'on n'arrive pas à dire, parce qu'un livre fermé laisse toujours l'esprit ouvert, pour sentir discrètement l'odeur du papier, pour briser la mer gelée entre nous, parce qu'un livre nous éloigne des réseaux sociaux, pour trouver une réponse à une question qu'on ne se posait pas, parce qu'il y a dans chaque livre une phrase qui nous attend. Voilà, donc c'est tote bag de l'Iconoclaste qui est très beau, très réussi,
pas très grand, du coup, c'est pratique aussi, des sacs pas très grands. Et dedans, nous avions des petites choses, bien entendu. Déjà, le magazine L'Icono, la revue de la rentrée littéraire, où on nous présente du coup les 3 autrices de la rentrée, avec une petite interview, et puis aussi une interview de l'illustrateur, en fait, du directeur artistique de l'Iconoclaste qui fait les couvertures, et du coup qui nous en dit un petit peu plus sur sa façon de travailler, comment choisir une bonne couverture, tout ça. Et l'Iconotour aussi, parce qu'ils ont fait le tour de tous les libraires, de tous les libraires en France pour présenter la rentrée, et puis un iconoscope avec l'horoscope de l'Iconoclaste, et puis il y a même des petits jeux à la fin, bref, c'est parfait. Et voilà, avec les 25 raisons d'ouvrir un livre, là il y en a 25, il y en a beaucoup plus, et du coup il y a déjà les 10 qui sont là-dedans, et puis il y en a beaucoup plus. Ah, parce qu'il ne reste que 540 livres et vous aurez fait le tour de la rentrée littéraire. Voilà. Parce qu'on passe moins de temps à ouvrir un livre qu'à ouvrir une huître. Mais c'est vrai ça. Ça c'est bon ça. Parce que c'est le seul moyen de dire je passe la soirée avec un prix Nobel sans mentir. Ah, pas mal, pas mal. Parce qu'un livre permet de ne rien faire sans ne rien faire. Trop bien. Parce que c'est une des seules dépenses qui ne fait jamais culpabiliser. Trop bien. Pour ne pas avoir à parler à votre collègue dans le bus. Bref, trop bien. On avait aussi le petit fascicule de la rentrée littéraire de Proche en août. Pour Proche, on a le Mathieu Palin, Les hommes manquent de courage, Tombé du ciel, où j'avais eu un gros coup de foudre, et Nous n'étions pas des temps de Sylvie Gracia qui était sorti l'année dernière. Voilà, donc ces 3-là sortent en poche le 21 août. Et évidemment aussi le 21 août, la rentrée littéraire de l'Iconoclaste avec Léonore de Recondo, Marcher dans tes pas. Elle parle super bien de ce roman-là, ça a l'air hyper intéressant cette histoire de famille qui a été réelle en fait, qui est issue de sa famille à elle et qu'elle nous raconte. Il est plutôt court, celui-là c'est le plus court je crois, il fait 242 pages, donc il peut être assez rapidement lu. Ensuite, nous avions Gaël Nohan, L'homme sous l'orage, qui est très beau aussi et qui a l'air très intéressant. Alors, j'avais fait le comparatif, mais en fait, je me suis complètement trompée, avec Le silence de la mer de Vercors, parce que je pensais que c'était un soldat qui était hébergé par une famille, mais en fait, pas du tout. Et en plus, ça se passait à la Seconde Guerre mondiale. Là, on est dans la Première Guerre mondiale, avec un déserteur qui va être recueilli dans une famille. Et ça a l'air un peu fou, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire-là. Et La bonne mère de Mathilda Di Matteo, qui est donc la nouvelle plume, la primo-romancière de l'Iconoclaste de cette année, et qui va nous raconter un peu une relation mère-fille, mais pas que, vraiment pas que, entre Marseille et Paris. Voilà, c'est écrit, c'est l'histoire d'un amour féroce, un roman ultra contemporain sur la violence dont on hérite et sur celle qu'on reproduit malgré soi, quand on a un schéma familial, parfois, souvent, on le reproduit en fait avec ses enfants, tout ça, donc... Très intéressant. Voilà, j'ai pas fait dédicacer les autrices parce qu'elles étaient assez occupées, puis c'était pas le but ça hier soir. Ah tiens, je me disais bien qu'il y avait un truc qui changeait. Ah voilà, c'est pas le même format, dis donc. Vous avez vu? Celui-là il est plus grand. Ça m'arrange pas du tout. Mais alors pas du tout. Pourquoi? Pourquoi il est plus grand? Parce qu'il est... Ah oui. Non, il n'est pas écrit plus gros. 345 pages. Pourquoi ils l'ont fait plus grand? C'est bizarre, j'aurais dû demander à Alice hier. J'ai pas fait attention et je constate qu'effectivement, il dépasse pas mal même. Dans la bibliothèque, ça va pas ça m'arrange pas du tout. Bref. Merci beaucoup l'Iconoclaste pour cette rentrée, c'est toujours très agréable. En plus on était dans le jardin hier, donc bon, il faisait super chaud, vraiment. Il n'y avait pas un pet d'air, mais on avait des éventails, donc ça aide pas mal. Et puis on a vu plein de monde, c'était cool, donc j'ai passé une très bonne soirée. C'était hyper intéressant d'entendre parler ces autrices-là. Gaël Nohan, moi je l'avais découvert avec La part des flammes, et j'avais aussi lu Le bureau d'éclaircissement des destins, là récemment. Léonore de Recondo, j'ai jamais lu cette autrice, donc ça va être une découverte totale. Et puis la primo-romancière, voilà, qui nous fait découvrir ce livre-là. Voilà, c'était très très chouette. Aujourd'hui, je commence Le baiser de la demoiselle, qui va me tenir quelques jours, et sinon, rien de spécial. Des petites sorties aujourd'hui sur Paris. Oui, je suis folle, il fait 39, mais je suis folle, c'est pas grave, j'ai des trucs à faire, donc j'ai pas trop le choix. Je vous retrouverai un peu plus tard pour vous débriefer Le baiser de la demoiselle. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi matin, et puis je viens de finir Le baiser de la demoiselle, ça y est, je l'ai dégommé. J'ai beaucoup lu hier, j'ai beaucoup lu avant-hier.
Je l'ai commencé lundi. Non, mardi. J'ai commencé mardi et on est jeudi matin et je viens de le finir. Donc il s'est très bien lu. Je suis assez contente de l'avoir lu parce que je serais sûrement passée à côté si je ne l'avais pas croisé au Quai du Polar. C'est un beau roman. Je vous en ai même pas parlé, donc je vais vous débriefer un petit peu tout ça. On suit Lady Christiane, qui est une femme. Ça s'écrit Christian, au début j'ai un peu mal, mais Christiane finalement, Christiane, qui est mariée à Andrew Nimmo et qui est accusée d'avoir tué son oncle et amant James Forrester. Il y a donc un espèce de triangle amoureux entre elle, son amant, et aussi une autre femme qui s'appelle Violette, qui est une prostituée. On sait dès le départ que Christiane est jugée et condamnée à mort, elle va mourir pour son acte, et on va après remonter dans le temps. On va remonter combien de temps avant ? Un an avant. Donc sur cette année, va se passer un certain nombre de choses justement entre Christiane et son oncle James Forrester. Et on va suivre en parallèle Violette. Donc les chapitres alternent. Alors des fois c'est 2-3 chapitres de Christiane, 2 chapitres de Violette, 1, tout ça. Donc on suit cette prostituée qui a un langage très très familier, mais bon, pourquoi pas. C'est assez axé scène de sexe un petit peu, et relations entre un homme et une femme, relations charnelles, toutes ces choses-là un peu sensuelles. Donc pourquoi pas. J'avais pas du tout l'impression d'être dans un roman noir, ni dans un polar, ni dans un thriller. Je suis étonnée finalement de l'avoir vu au Quai du Polar parce que bon, c'est une enquête, effectivement, c'est assez sombre puisqu'il y a un meurtre, mais il n'y a pas d'enquête, quoi. Il y a un procès, il y a un interrogatoire, on a certaines parties de l'interrogatoire, on a certains articles également de ce procès-là, durant le récit. Et voilà, on n'en sait pas plus et on va découvrir en fait pendant cette année tout le lien qu'il y a entre Violette et Lady Christiane, entre Violette et James Forrester aussi, parce qu'il va y avoir un lien, entre Forrester et Lady Christiane, entre Lady Christiane et son mari Andrew. Donc il y a vraiment un espèce de récit de vie dans cette famille-là, jusqu'au meurtre, voilà, jusqu'à ce que machin truc là, Forrester, il meurt. Nous, on a des soupçons presque dès le début, mais on veut en savoir plus. Donc c'est ça la force aussi de ce bouquin, c'est qu'on veut en savoir plus. Parce qu'on a le début, on sait dès le début qu'elle est condamnée à mort, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est vraiment vrai. Bon. À la fin, il y a une note de l'autrice assez intéressante qui dit qu'elle s'est vraiment inspirée d'une histoire vraie, avec ces personnages-là, Lady Christiane en 1679, qui a tué son amant et oncle, James Forrester, donc c'est vraiment arrivé, donc c'est assez intéressant. Et elle en a fait un roman romancé, une fiction, mais basée sur des faits réels. C'est assez bien écrit, ça se lit tout seul, c'est plutôt immersif, mais il n'y a pas eu le truc, en fait, voilà, pour me faire avoir un coup de cœur. C'est une bonne lecture, ça se lit bien. J'avais pas besoin de tant de relations sexuelles, peut-être, voilà, parce que je me suis dit ça faisait pas forcément avancer le récit, finalement. Il y a un lien avec le devoir conjugal aussi, c'est assez intéressant parce qu'on est au XVIIe siècle. Et puis voilà, bon, les personnages sont attachants, j'aurais aimé peut-être un peu plus de description, je crois, un peu plus de description. Mais bon, c'est un beau roman, il fait 400 pages, il est peut-être un peu long en fait, donc je me suis ennuyée à partir de la page 300 en me disant, bon, j'avoue, mon cerveau a sauté quelques lignes, mais la fin est très touchante, et j'ai beaucoup aimé cette fin, donc voilà, je vous le recommande si vous êtes curieuse, allez-y, n'hésitez pas, et il est dédicacé, donc je suis contente, il est beau, j'aime bien la couverture, je l'ai lu avec Morgane, Estelle et Alizé, je crois que je suis la première à l'avoir terminé, mais j'attends leur retour aussi de lecture. Donc voilà pour celui-ci. Aujourd'hui, je vais me tenter un livre par jour, enfin aujourd'hui en tout cas, un livre un jour. La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper qui est dédicacé, puisque j'ai vu Stéphane à Créteil en poche, pour Florence, ce roman qui ne ressemble pas aux autres, ma British Comedy, avec toute mon amitié, Stéphane. Voilà. Donc il est court, hein, il fait 280 pages. Franchement, si je peux le lire en une journée, mais magnifique, parce que comme ça, après, je peux commencer l'Iconoclaste et la rentrée littéraire que j'avais que j'avais prévu de commencer dimanche ou lundi, et on est jeudi. Ça, c'est cool parce que ce soir, j'ai du temps pour lire, demain soir, j'ai du temps pour lire, donc ça va être chouette.
On nous dit quoi? Il y a les petits polars qui passent inaperçus. Et puis il y a les romans de Susan Cooper qui valent à l'illustre reine du crime britannique établie à Paris un abondant courrier des lecteurs. Comme celui sur Instagram. Je l'ai tué, aidez-moi s'il vous plaît. Envoyé par une jeune femme en privé. Qui, quoi, comment? Aussitôt les réflexes de la romancière se mettent en branle. En quoi ces recettes de polar pourraient-elles aider l'inconnue à s'échapper du guêpier dans lequel elle s'est fourrée? Bientôt la fiction se fait complice de la réalité, à n'en plus démêler le vrai du faux. J'ai hâte, voilà, je suis très curieuse. Stéphane Carlier, j'ai beaucoup aimé l'enterrement de Serge, j'ai trouvé ça très drôle. Et Clara Liproust me tentait, mais finalement je ne l'ai pas pris en me disant si celui-là me tente, ça fera 2 qui étaient bien. Enfin, si celui-là est bien, ça fera 2 avec l'enterrement de Serge qui m'ont plu, donc peut-être que j'irai vers Clara Liproust. Voilà, en sachant que Clara Liproust, c'est chez Folio, et que ceux-là, ils sont chez Pocket. Voilà. Clara Liproust, c'était Gallimard. Le gars a été publié chez Gallimard, quand même. Il a été publié donc au Cherche Midi, au Tripode, et voilà. Voilà. Donc ça sera ma lecture du jour. Et à part ça, bah écoutez, rien de spécial. Ça y est, les vacances sont là. Donc on va profiter, ça va être chouette. Il fait un petit peu moins chaud à Paris, c'est un peu plus respirable. C'est cool aussi. J'ai des chroniques en retard qu'il faudrait que j'écrive aujourd'hui parce que j'ai du temps. Je vais aller sur Paris aussi aujourd'hui, j'ai des petits achats à faire. Donc lecture. Ce soir, lecture. Et ouais, photo, chronique, vidéo de l'été. J'aimerais bien en filmer une aujourd'hui. Le Bibliobook, ce grand format, je vais essayer de le filmer aujourd'hui, ça serait cool. Parce qu'en plus, il fait beau, donc la lumière est agréable. Et je vous ai filmé aussi mon bilan de mi-année qui arrivera sûrement la semaine prochaine. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, les vlogs seront un petit peu plus incertains. Même si je reste à la maison, j'aurai peut-être moins de temps. Mais bon, je vous débrieferai quand même les lectures de toute façon. Donc voilà le programme de la journée à peu près. Et nous sommes vendredi, la fin de la semaine est là, ça y est, dernier jour d'école aujourd'hui pour mon fils. C'était trop bizarre parce que l'an prochain il rentre en CP. C'est très bizarre, voilà, c'est une étape, mais bon, c'est cool. Donc ça signe le début des vacances et donc le moins de temps pour lire, n'est-ce pas? Voilà, alors niveau lecture, plein de choses. J'ai lu et dévoré La vie n'est pas un roman de Susan Cooper, de Stéphane Carlier, je vais y arriver. Il est court, il fait 260 pages et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai dit que je le faisais en lecture commune avec Laurie et je l'ai dégommé. Je suis vraiment désolée. Je pensais lire en 2 jours, j'ai le temps. Et en fait, impossible à lâcher. Hier, j'ai eu du temps pour lire. Hier soir aussi, j'ai eu du temps pour lire. Et je l'ai bouffé, quoi. C'était génial. C'était super drôle. C'est l'histoire de Susan Cooper, qui est romancière, connue, qui écrit des romans policiers, tout ça. Et qui est pas mal sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et puis elle reçoit plein de messages, elle essaie d'y répondre, voilà, elle les regarde tous et tout. Un petit peu, elle est à la page en fait des réseaux sociaux et de l'actualité. Et puis elle reçoit un jour dans sa boîte privée, Instagram, je l'ai tué, aidez-moi. Ok, d'accord, alors elle est quand même un petit peu curieuse, et puis elle dit finalement ça peut me servir de base pour un roman peut-être. Donc elle va contacter la personne en disant écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne-là est en fait non pas une lectrice, mais une jeune femme qui est tombée sur son livre par hasard et qui s'est dit ok, il m'arrive une crasse, ce bouquin-là, ça me fait penser à ce qui m'arrive, et je pense que je ne peux m'en sortir qu'en demandant à l'autrice quelle est la solution pour que je me sorte de ce pétrin. Elle a tué un homme, elle est le lendemain matin, il est mort, et elle ne sait pas quoi faire, donc elle appelle Susan Cooper. Improbable, mais ce roman est improbable, mais en fait il tient la route, ça fonctionne carrément. C'est drôle, c'est jouissif, il y a des situations hyper rocambolesques, on se dit mais comment elle va s'en sortir? C'est super drôle, vraiment il faut le prendre au premier degré. Il y a beaucoup de second degré, mais il faut vraiment pas se prendre la tête avec ce bouquin-là, c'est quand même assez creusé. Il nous emmène assez loin dans le scénario, et puis la fin nous conclut ce roman-là. Finalement, c'est une bonne fin, mais j'aurais peut-être aimé un truc différent. Mais bon, vous me direz si vous l'avez lu. En tout cas, c'était un super moment de lecture. C'était inattendu, c'était drôle au possible, c'était plein de jeux de mots. Je pense qu'à l'audio, il doit être génial. Parce que si le narrateur est un petit peu punchy et sait avoir le ton qu'il faut, je pense que ça peut être excellent à l'audio. Donc vraiment, chapeau. J'avais déjà lu l'enterrement de Serge que j'avais trouvé assez drôle. Celui-là, il dépasse encore l'enterrement de Serge. J'ai quand même envie de lire Clara Liproust. Donc peut-être que je craquerai un jour. En tout cas, celui-ci, c'était un régal. Je vous le recommande absolument. Trop, trop bien. Il me restait un peu de temps avant d'aller me coucher et je me suis dit, allez, que faire? Est-ce que je commence Iconoclaste ou est-ce que... Et j'ai lu Ethel Aden de Marie de Chassey, pardon.
C'est chez Alma Édition. C'est pour la rentrée littéraire et il fait 140 pages. Je l'ai lu juste dans la soirée. Il fait 3 parties. C'est à la 3e personne. C'est elle. On parle de Ethel Aden. C'est l'héroïne de ce roman-là. Je ne vais pas vous en dire plus. Ça parle d'une musicienne, d'une pianiste, de son ressenti, de toutes ces choses-là. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous donnerai mon avis au moment de sa sortie. Fin août ou début septembre pour la rentrée littéraire. Il est très court, donc il fait 130 pages. Il se lit tout seul. Et avant de me coucher, parce que j'avais fini, je vais me coucher à 22h30, 23h, et ben j'ai commencé La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, qui nous raconte l'histoire d'une mère et sa fille, d'une cagole, comme elle dit, et de sa fille. Et voilà, j'ai eu 30 pages, 32 pages. Donc je vais le continuer aujourd'hui. Je voudrais le terminer ce week-end pour pouvoir commencer L'Homme sous l'orage lundi, toujours chez l'Iconoclaste. Comme ça, je suis dans la rentrée littéraire, j'ai commencé à écrire mes chroniques. Les incommensurables, j'ai écrit la chronique. Ethel Aden, il faut que je le fasse. Et puis comme ça, après, on suit le reste, quoi. Donc voilà pour ma lecture actuelle. À 3h du mat, j'ai ouvert les yeux et j'ai fait j'ai plus envie de dormir. Et j'ai attendu 3h30, 4h. Et puis à 4h30, j'ai dit bon, merde. Voilà, je me lève et je suis allée dans mon salon et j'ai commencé le livre de Fabien Olicard. Ce livre vous fera gagner du temps. Alors pareil, j'ai lu 38 pages, mais j'aime beaucoup le ton qu'il emploie qui n'est pas moralisateur, mais qui est juste commun et qui va parler un peu à tout le monde parce que lui, c'est un procrastinateur niveau expert et il nous donne ses clés. Voilà. Et il est très businessman, il connaît très très bien son taf, il sait parler, il sait teaser, il sait dire les choses, il sait reconnaître ce qui va nous plaire, ce qui va nous parler. Donc il est très fort. Donc c'est pas c'est la révélation de ma vie. Non. C'est voilà, Votre temps est infini avait vraiment été une révélation, mais je sais que maintenant c'est le gars. Il programme tout dans le sens où il sait exactement où il va en fait, et il sait où il veut nous emmener. Donc ça j'aime bien, je le sais. Et en fait les conseils moi je les prends. Donc je les prends à mon rythme, à mon niveau. En sachant que lui n'a pas d'enfant, que moi j'ai un enfant, donc on n'a pas le même rythme, et que je ne peux pas appliquer tout ce qu'il applique dans ma vie. Mais il le dit en début de livre, prenez ce qu'il y a de bon à prendre pour vous, dans votre rythme, et transformez-le, faites-le à votre sauce, tout ça. Donc c'est un outil, je pense, assez intéressant. Et comme je suis juste au début, j'ai pas grand-chose à vous en dire. À vous en dire, ça se dit ? À vous dire, par rapport à ça. Donc c'est un peu l'illusion du temps, on n'a jamais assez de temps, et je sais que moi j'ai appris à modifier mon langage par rapport au temps en disant quand il faut faire quelque chose, j'ai pas le temps. Quand on m'a demandé quelque chose, est-ce que tu m'as envoyé ce mail, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ce truc-là ? Au lieu de dire non, j'ai pas eu le temps, je dis non, j'ai pas pris le temps. Et du coup, je trouve ça plus honnête de dire j'ai pas pris le temps parce que le temps, on l'a tous. Et que si j'avais vraiment voulu faire ce truc-là, je l'aurais fait, j'aurais pris le temps pour le faire, mais j'ai choisi de ne pas prendre ce temps pour faire ce qu'on m'a demandé, par exemple pour faire un dossier, j'en sais rien, pour faire un cours, tiens voilà, un cours. Pour faire un cours, non, j'ai pas pris le temps de faire ce cours. Du coup, c'est très honnête, et du coup, il y a une petite pointe de culpabilité quand même en disant, non, en fait, j'ai préféré faire autre chose que ton truc. Franchement, voilà. Donc maintenant, je sais que le temps est le même pour tout le monde. On a tous 24 heures dans une journée, c'est 1440 minutes, je crois, dans une journée, et on l'utilise comme on veut et comme on peut des fois. Et puis il y a un certain nombre d'heures qui sont consacrées au sommeil, à manger, au travail, au temps de transport, à tout ça. Donc le temps qui nous reste dans une journée, on s'en sert comme on veut, en fait, je pense, vraiment comme on veut. Si on veut regarder la télé et passer 1 heure de notre temps devant la télé, on choisit de regarder la télé. Si on veut lire un livre pendant 1 heure, on choisit de lire un livre pendant 1 heure. Si on choisit de travailler sur un dossier pendant 1 heure, on choisit de travailler sur un dossier pendant 1 heure, et on consacre un temps donné à une activité. Et du coup, quand on dit non, j'ai pas pris le temps, c'est, je trouve, plus honnête que non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est genre non, j'ai pas le temps, quoi. Tu vois, non. Qu'est-ce que tu me parles de ça ? J'ai vraiment pas le temps, ma vie est overbookée, j'ai un emploi du temps de ministre. Non, en fait, organise-toi un petit peu, et je pense que sincèrement, il peut nous aider à nous organiser. C'est pas le premier à faire ça, ça sera pas le dernier, mais j'aime bien la manière dont il parle, j'aime bien la manière dont il businessise son, son langage et ses idées pour nous parler, parce que oui,
tout est business et je pense qu'il le fait bien et ça me parle et j'ai envie de lui faire confiance parce que je pense que ça peut fonctionner. J'avais déjà fait l'expérience avec Votre temps est infini et il y a encore des trucs que j'applique, hein, je vous le disais. Et franchement, pour celui-là, j'y crois. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut carrément le faire. Donc je l'ai commencé, je pense qu'il va me faire l'été, mais je voudrais bien donner un retour à First rapidement parce qu'ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer quand même. Et puis c'est moi qui l'ai demandé. Ça c'est rare quand même que je demande un bouquin. En vrai, on me propose beaucoup de bouquins. Je dis souvent non. Je dis parfois oui. Je dis souvent oui en disant que j'aurai pas le temps de le lire tout de suite. Et les maisons d'édition disent c'est pas grave, on vous l'envoie quand même. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Mais là, pour le coup, comme je l'ai demandé il y a un bon mois, j'aimerais bien leur faire un retour dans pas trop longtemps. Sinon, j'ai deux réceptions Pocket dans 2 enveloppes différentes, mais dans 2 formats différents. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être de l'imaginaire, il y a peut-être un truc que j'ai déjà reçu. Ça, c'est de la poésie. Je sens que c'est une 3e fois vivante. Je l'ai dit à Emmanuel ce week-end. C'est mon 3e exemplaire. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Pocket? Qu'est-ce qui se passe? Faut m'expliquer. Je ne comprends pas. J'en ai 3. Mais qu'est-ce qui se passe chez Pocket? Alors, ils n'ont plus leurs locaux. Ils sont perdus. Je pense qu'ils sont un petit peu perdus. Ils sont fatigués, Pocket. C'est l'été. Vivement les vacances. Bon, merci. Enfin, voilà, je peux le faire gagner, hein, on va dire. Mais c'est dommage, quoi. Et... bah alors, j'ai jamais lu. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette couverture. Giacometti et Alors, on dit Ravenne ou Ravenet? Regardez cette couverture magnifique. Le 7e Templier. Alors, moi, les Templiers, j'y connais que dalle. C'est quoi? Voilà, 1307. Le roi Philippe le Bel et le pape Clément V ordonnent l'anéantissement total de l'ordre du Temple. Mais dans l'ombre des commanderies, 7 Templiers vont organiser sa survivance par-delà des siècles. De nos jours, le commissaire franc-maçon Antoine Marca reçoit l'appel désespéré d'un mystérieux frère. Sur le point d'être assassiné, il lui transmet la piste d'un secret fabuleux, le trésor des Templiers. Avant-propos inédit, texte intégral, édition limitée. L'édition est à 12 €, mais elle est très très jolie. Très jolie, très jolie. On dirait un petit tome de Blackwater. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça commence où? Au début. Ça commence là, où il y a une préface, ok, ça marche. Sur la légende des Templiers, ça c'est bien. Parce que quand il connaît rien, c'est bien. Épilogue, ok. Il y avait quoi? Glossaire maçonnique, ah oui, des francs-maçons, j'imagine. Du roman et de l'histoire, une petite interview, que sont-ils devenus? Très bien ça, la malédiction des Templiers, le trésor des Templiers, le Vatican. Ah bah dis donc, c'est vachement renseigné. Compte annuel du Vatican, oh waouh! Ok, mais c'est fou. 253 millions d'euros de recettes et 254 millions de dépenses. Ok. Ah ouais. On apprend des choses, hein, dites donc. Donc je n'ai jamais lu ces 2 auteurs. Je ne connais presque rien d'eux. Ah bah du coup, il y en a 2 nouveaux. 2 livres, 2 secrets, une expérience littéraire unique. C'est chez J.C. Lattès. Jacques Ravenne, ça s'appelle Les Ressuscités. Et Éric Giacometti, Les Éveillés. Et c'est chez J.C. Lattès. Vous voyez ça? Voilà. Et donc, c'est qui ces gens-là? Donc, Giacometti a été journaliste. Il est écrivain et scénariste de la bande dessinée Largo Winch. Ah, ok. Et Jacques Ravenne, donc c'est Ravenne, je pense, est écrivain spécialiste de la Révolution française et auteur de récits historiques. Amis depuis l'adolescence, férus de symbolique et d'ésotérisme, ils ont inauguré leur collaboration littéraire en 2005 avec le Rituel de l'ombre. D'accord, 2 millions d'exemplaires, ok. L'Empire du Graal, voilà, j'ai jamais lu. Je ne les ai jamais lus. Est-ce que je commence par ça? Est-ce que je commence par un autre? Voilà, il est sorti le 28 mai. Merci beaucoup Pocket parce que l'édition est vraiment superbe. Et ça le fait. Et je crois qu'ils étaient en dédicace à Saint-Maur-en-Poche. Si je l'avais reçu avant, j'aurais peut-être fait dédicacer. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Merci beaucoup, beaucoup Pocket. Voilà, je vous retrouve, on est quand? On est vendredi. Je conclurai. Et en même temps, je peux pas trop vous parler de la bonne mère parce que c'est la rentrée littéraire. Donc je vais conclure là. On est vendredi, comme ça vous aurez le vlog ce week-end.
Et j'en ouvrirai un autre qui durera un petit peu plus longtemps parce que je vous mets le bilan mi-année à la fin de la semaine prochaine, donc vers le 14 juillet, quelque chose comme ça. Comme ça, vous aurez une vidéo de l'été, une première. Et puis ensuite, je continuerai le vlog. Mais je vais vlogger pas trop régulièrement, je pense, là, pendant les vacances, enfin pendant le mois de juillet en tout cas. Jusqu'à mi-juillet, moyen. Et après, on va voir. Donc, je vais peut-être faire un seul vlog sur tout le mois de juillet, par exemple. Et puis, en sachant qu'il y a j'ai quand même un deuxième roman de la rentrée littéraire que je vais lire après. Ensuite, je lis quoi? Je lis Les Chroniques de San Francisco, je lis L'île des souvenirs de Christelle Duchamp, je lis Futur de Lorraine Bastide, je lis Celle que je suis de Claire Norton. Donc ça, je vous débrieferai tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça sera des vlogs un peu plus espacés, je pense. Et c'est pour ça que les vidéos de l'été sont là. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Et dites-moi ce que vous lisez un petit peu en ce moment. Est-ce que vous participez au no-buy? Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous consacrez du temps à des dossiers? Est-ce que vous prenez le temps de faire les choses? Oh, le temps, mais quel sujet tabou aussi, en fait. Quel sujet, voilà. Bref, et écoutez, je vous souhaite un bel été si je ne vous revois pas. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine si vous êtes toujours là et je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt.